Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le Skipper Massif 2020, et Loïs Béréard, le Skipper Massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la Solo Maître Coq, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau Skipper Massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 de la Fabrique des Solitaires. Voilà, nous y sommes, enfin vous y êtes, Erwan et Loïs, nous on va suivre ça tranquillement derrière notre carto. Nous y sommes, je veux parler de la Solitaire du Figaro dont le départ est dans 2 jours. C'est la course qui normalement a hanté vos nuits depuis plusieurs mois, et aujourd'hui, à quelques jours du départ, on va s'intéresser à la manière dont vous vous êtes préparés du point de vue météo, tactique, stratégie. Je vous dis bonjour quand même. Salut Erwan, salut Loïs. Hello, salut Pierre-Yves. Salut tout le monde. Alors, pour nous accompagner sur ce 4e épisode, non pas un, mais 2 invités de prestige, on peut le dire. D'abord, Christian Dumas, le grand spécialiste de la météo et du routage qui travaille avec Loïs. Salut Christian. Bonjour à tous. Et le second invité, ça n'est rien de moins que le tenant du titre de la Solitaire du Figaro, le vainqueur inoubliable de l'édition 2021 sous les couleurs de la Massif. J'ai nommé Monsieur Pierre Quiroga. Salut Pierre. Salut tout le monde. Et toi Pierre, tu accompagnes Erwan Le Draoulec qui a été ton camarade d'écurie pendant 2 saisons pour la partie météo. On va commencer avec vous Loïs et Erwan. Je voudrais d'abord savoir un petit peu... petite question un peu philosophique d'entrée. Je vois Loïs qui me regarde, qui regarde la caméra avec beaucoup d'angoisse. Tu vas t'en sortir. Je veux juste savoir ce que ça représente cette Solitaire du Figaro pour vous. C'est quoi ? C'est le Graal, c'est un rêve de môme, c'est l'Alpe d'Huez, c'est quoi ? Vous l'avez déjà couru, hein ? C'est pas la première, mais ça représente quoi pour vous ? Qu'est-ce qui s'y colle en premier ? Allez, Erwan. Écoute, qu'est-ce que ça représente, la Solitaire du Figaro? Tu as 2 heures. C'est une copie avec des petits carreaux et une marge de 5 cm. Non, c'est peut-être pas le rêve de gosse comme certaines autres courses que j'ai en tête, mais par contre c'est un Graal d'une difficulté. Voilà, c'est quelque chose qui occupe mon cerveau depuis 5 ans maintenant, hein, depuis que j'ai mis mon pied sur un Figaro la première fois, et je pense que c'est la difficulté de la chose qui la rend aussi attrayante. Donc voilà, c'est un énorme défi. C'est quelque chose où on peut pas tricher, où on peut pas faire les choses à moitié. Donc j'ai consacré 5 années de ma vie autour de cette course. Donc là, je suis content d'y être, et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est toujours un bon moment quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'est un très grand défi sportif et humain. Voilà, parce qu'on se couche fort dans ses retranchements, que ce soit physique ou mental. Voilà, donc c'est une course incroyable, et elle anime mes journées depuis longtemps. Et tes nuits. Loïs, toi, ça représente quoi pour toi ? C'est une montagne à gravir ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un défi sportif, je dirais que c'est probablement, c'est la course de voile la plus difficile à laquelle j'ai eu l'occasion de courir. Donc, c'est moi, mon objectif, c'est de faire un résultat, sur cette course-là, qui est probablement la plus dure et probablement une des plus exigeantes. Alors après, c'est pas du grand large, c'est pas un tour du monde, alors, il y en a qui disent que c'est le Vendée Globe, l'Everest de la voile. Après, la Solitaire, c'est encore autre chose, mais c'est sportivement peut-être une des plus dures. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage et
c'est peut-être pas un rêve de gosse, mais en tout cas, c'est une étape importante, je pense. C'est une course qui met la pression quand on est à quelques jours du départ. Encore une fois, c'est pas la première fois pour vous, hein, mais vous avez la pression à une veille de départ d'une course comme celle-là? Forcément un peu. C'est sûr, c'est impossible de. C'est un peu. On va pas dire non parce que ce serait mentir, mais après il faut réussir à la gérer et à l'exploiter plutôt que de la subir. Mais évidemment, il y a une grosse pression, ça c'est sûr, évidemment, ouais. Parce que on se la met nous-mêmes de par l'envie de bien faire et d'aller chercher un résultat sur cette course-là. Donc ouais. Enfin moi en tout cas, c'est sûr qu'il y a une pression. Alors après, à nous de la gérer. On s'entraîne pour ça, toujours. Et Erwan, toi, ça représente cette pression. Toi, monde qui a fait une mini transat, qui est complètement autre chose, mais qui était une grande course en solitaire, et qui était une grosse étape pour toi. Comment tu compares la pression entre ces deux événements-là? Je pense que j'ai beaucoup grandi depuis la mini transat que j'ai fait très très jeune. Donc les émotions, elles allaient un peu dans tous les sens. À l'époque, voilà, là, il y a une pression. C'est une bonne chose, hein, la pression, tant qu'elle est à juste mesure. Là, je pense qu'elle est bien là, mais je suis content qu'elle soit là. Je serais inquiet si elle n'était pas là. Et voilà, ça va très bien se passer et je vais bien gérer ça. En tout cas, elle me donne envie de bien faire cette pression. Mais c'est pas la même qu'à la mini-transat, non, où j'avais 20 ans et j'étais tout feu, tout flamme. C'est la compagne des moments importants, en fait, la pression, donc, quand on vous écoute. Alors, comment ça se prépare une solitaire du Figaro du point de vue Théo? Après, on interrogera vos conseillers. Comment ça se prépare de manière extrêmement concrète? Alors, du coup, du point de vue météo, parcours, ça se découpe en petits morceaux, ça se travaille combien de temps avant? Expliquez-nous très très concrètement à partir de quel moment vous vous mettez devant l'ordi avec un cahier. Comment vous avez préparé ça de manière très pratique, si vous l'avez fait, hein. Je pense que ça se prépare ça se prépare depuis longtemps, mais de toute façon, la manière de préparer la météo, en tout cas, moi, j'apprends toujours au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure des années que je navigue, etc. Et chaque année, on réapprend, et la préparation, elle a commencé là au début de l'année 2022 sur des entraînements. Enfin, moi, j'ai appelé Christian et puis j'en discutais avec Erwan. Dès les entraînements, en fait, on s'est mis en place, on a fait nos briefings, nos machins, on a fait aussi sur les courses d'avant-saison, et donc c'est un rodage et une routine qui se met en place tout au long de l'année, hein. C'est pas un mois avant qu'on dit on va faire comme ci, comme ça. Non, ma question était plutôt, comme c'est une course à étapes et dont on connaît le parcours, comment est-ce que vous le préparez concrètement? Je rappelle les étapes très rapidement, hein. C'est Nantes, Port-la-Forêt, Royan, et Royan-Saint-Nazaire pour la 3e, avec des traversées du golfe de Gascogne, une montée assez haute en mer d'Irlande. Enfin voilà, donc le parcours, il est quand même très cabossé. Il fait faire plein de détours. Vous avez tout découpé longtemps à l'avance. Vous avez il y a un moment où on se met devant sa table d'écolier pour étudier ça. Oui. En fait, tout commence dans l'hiver quand le pôle nous organise une petite journée. Cette année, c'était avec Jean-Yves Bernot, donc c'est très intéressant parce on détaille tout le parcours qu'on connaît effectivement. Il y a plein de choses qu'on peut étudier des mois à l'avance, donc on peut déjà connaître les coefficients de marée. Pendant ces étapes-là, on peut déjà savoir comment fonctionnent les thermiques dans les différentes zones. Ça marche pas pareil que ce soit à Royan que en Manche ou en Angleterre, donc en tout cas ça c'est pas exactement avec les mêmes vents que ça fonctionne. Donc voilà, il y a plein de faits qu'on peut étudier comme ça longtemps en avance. Il y a aussi forcément les courses d'avant-saison où on va naviguer dans ces zones-là. Donc quand on fait la Le Havre-Mer Cup, on passe quand même par pas mal de zones où on va aller jouer pendant la solitaire. Donc c'est des courses, mais c'est aussi des repérages. Voilà, il y a des fois du courant plus qu'on ne pense dans certaines zones. Il se passe des choses des fois un petit peu qu'on connaît moins. Après là, par exemple, cette année il y a une étape à Port-la-Forêt, donc là le terrain de jeu
on y passe beaucoup de temps, donc ça c'est sympa. Par contre, on va aller aussi à Royan, et ça, moi, j'ai jamais mis un pied là-bas, donc c'est sûr que moi, je passe plus de temps à regarder, on va dire, cette zone-là, qui est beaucoup plus abstraite pour moi aujourd'hui. Donc voilà, il faut poser des questions à des gens comme Christian et Pierre. Il faut regarder il y a plein de documents qui existent, il y a plein de gens qui sont allés voir, donc il faut profiter de leur expérience, quoi, c'est sûr. Cette préparation là, un peu entre guillemets, un peu livresque, quoi, elle vous considérez que ça représente combien de temps de travail? Vous avez une idée? Je pense que quand si Armel ou Jérémy Bayou étaient venus, ils auraient beaucoup moins besoin que nous, parce qu'ils l'ont déjà fait des étapes dans ce genre-là 10 fois. Donc c'est compliqué, c'est jamais le même temps, mais effectivement ça occupe un peu de temps, hein, c'est sûr. J'ai du mal à quantifier le truc, parce que comme je te dis, il y a les courses d'avant-saison, il y a ces choses-là. Si j'avais pas participé ni à la Le Havre ni à la Solo Maître Cup, je passerais sûrement plus de temps. Voilà, c'est un peu flou, mais on y passe du temps, c'est sûr. Alors, quand on est membre de l'équipe et du programme Skipper Massif, on est intégré au pôle de Port-la-Forêt. Donc là, le pôle vous fournit déjà une assistance météo en amont en termes de préparation et pendant la course. Et vous avez choisi de travailler avec des ressources météo supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous faites ce choix-là, et puis comment vos choix respectifs se sont portés d'une part sur Christian et d'autre part sur Pierre? Loïs, c'est toi qui commence. Oui. Moi, en ce qui me concerne, déjà, moi, je souhaitais aussi un peu me perfectionner, approfondir mes connaissances. Et puis, quand on est dans un groupe, on peut toujours poser des questions et tout ça, mais on peut pas mobiliser la personne qui fait le cours. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Pour une personne, puisque on est tout un groupe, donc c'était l'objectif aussi de travailler individuellement, et puis aussi d'avoir une réflexion à deux, à deux ou trois ou quatre, puisque là on est 2 bateaux et qu'on est 4 personnes aujourd'hui là, mais ça permet d'avoir des échanges et avec moins de personnes aussi, et puis un suivi un peu plus individualisé, et du coup d'apprendre aussi plus, même pour l'avenir aussi, pour progresser pour le Figaro, et puis en météo de manière générale, quoi. Et alors, comment tu as choisi Christian? Christian, j'ai appelé pour préparer la sélection Massif, et j'avais souvent travaillé avec Christian. Je crois que Christian, t'avais dû nous router même avec Erwan on avait dû faire un briefing, je pense, pour notre première transat avec Erwan à G2R, je pense. Je sais pas si vous vous en rappelez, les gars, mais je le connais depuis longtemps, Christian, et c'est un ami de la famille aussi, et donc l'échange, j'aime bien échanger avec Christian, et puis comme ça se passe bien humainement aussi, et qu'en plus il a une expérience de fou, mon choix a pas été très, je lui ai proposé, il était ok, et donc, du coup c'est comme ça que c'est parti. Alors Christian, est-ce que tu peux les expliquer, toi, dans ce dispositif, donc où il y a le pôle, où il y a on va expliquer après qu'il y a les marins ont très peu de météo en mer, hein, mais comment, toi, à quel moment t'interviens dans ce dispositif-là, et qu'est-ce que tu fournis comme service? Ils n'ont pas voulu beaucoup raconter, mais il y a quand même le concept de ce qu'on appelle le roadbook, qui est quand même un truc assez détaillé, assez précis, assez écrit. Raconte-nous un petit peu, toi, comment t'interviens, comment tu travailles avec Loïs. Oui, donc le roadbook, c'est une partie, mais moi je pense que ça reste quand même qu'une petite partie, parce que la solitaire, les étapes vont durer 3 jours, 4 jours. Ils partent avec une analyse avant le départ, avec une idée du parcours, mais au final, rapidement, surtout avec les Figaro 3, le timing va changer. Donc on pensait être à tel endroit à 14h, finalement on y est à 18h ou à 12h ou à 10h, donc le thermique va pas fonctionner de la même façon, etc. Donc il va falloir que les skippers s'adaptent en fait très rapidement sur le parcours. Alors peut-être que ça va être bon jusqu'au 2e jour, 3e jour, analyse, on peut prévoir plusieurs scénarios, mais on n'arrivera jamais à prévoir tous les scénarios. Il y a un moment, ils sont hors scénario, justement. Voilà. Et donc c'est ça qui est important. Donc je pense que c'est important de travailler le roadbook, mais comme Loïs l'a bien dit, c'est important aussi d'avoir des automatismes, de travailler quand ils vont être très fatigués, de savoir comment le vent se comporte sur une côte, mais
mais comment refaire un routage rapidement, etc., quoi. Et donc c'est tous ces automatismes, l'expérience entre guillemets qui va compter et qui fera la différence. Et puis après, c'est l'état d'esprit aussi dans lequel on se présente sur la solitaire. Pour gagner la solitaire, à un moment, il faut décider, quoi. Il faut prendre des décisions, il faut y aller, il faut pas toujours suivre. C'est souvent ça qui fait la différence entre le premier ou les premiers et ceux qui arrivent derrière. Et donc ça se travaille au fil des entraînements tout au long de l'année, quoi. Et toi, concrètement, ton accompagnement, il commence dès le début de l'année, avec des briefings réguliers, des séances régulières, puis un accompagnement plus serré au départ de chaque étape. Comment ça fonctionne concrètement? J'aime bien le concret, hein, vous avez remarqué, mais... On a commencé à travailler dès la sélection en fait pour le skipper massif. Et puis après, sur les différents entraînements et différentes courses d'avant-saison. Il y a des courses qui étaient plus ou moins faciles. La Sardinia, c'était particulièrement compliqué comme condition météo, donc très bon exercice pour apprendre à décider soi-même quand on est en mer. Puis il y en a avec des scénarios qui étaient plus simples. À chaque départ d'étape, tu fais un petit briefing. Il y a une séance. Enfin, tu collectes une partie des données, tu établis justement ces scénarios et tu les transmets à Loïs. Donc après, on échange. En général, on commence sur une solitaire. On va commencer à J-2, J-3 pour la première étape peut-être. Et puis on échange. Mais il faut que ça soit un jeu de questions-réponses aussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement donner une analyse. Il faut qu'il y ait les skippers travaillent de leur côté, vont faire leur routage de leur côté, vont poser des questions. Ça permet de retravailler sur certains points. Puis c'est une construction, on va dire, jusqu'au début. Oui, ils viennent pas juste chercher un doc et puis repartir, quoi. Erwan, toi, t'as choisi de travailler avec Pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment? Donc c'était ton colloque de l'année précédente, hein. C'était Loïs. On va rappeler. Hein. Loïs a succédé à Pierre au sein du team massif, quoi. C'est ça. Et effectivement, donc le pôle nous fait déjà un gros briefing météo. Moi, ce que je vais un petit peu chercher en plus, comme Pierre faisait d'ailleurs aussi l'année dernière, c'est quelque chose de différent finalement que mes 12 concurrents qui ont la même météo que moi via le briefing du pôle en fait. Donc c'est là où quelqu'un comme Pierre et qui travaille souvent avec Tanguy m'accompagne. Et du coup c'est là où en fait Tanguy, c'est Tanguy Le Glatin. Hein. Exactement. En fait, ils sont tous les deux à m'aider pour ça, à discuter. Et souvent on regarde ensemble le doc du pôle et voilà, on en déduit des petites choses et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec eux, c'est que j'ai quelque chose à la fin que personne d'autre a. Voilà. Donc Pierre, on sait que voilà. Enfin moi j'ai passé 2 ans avec lui. Je me suis rendu compte que la météo, Pierre, c'est quelque chose qu'il maîtrisait super bien sur le genre de parcours comme la solitaire, hein. L'année dernière, c'était vraiment impressionnant de le voir préparer ses naves, analyser ses naves et tout ça. Donc et en fait, il le partageait hyper bien avec moi. Il m'expliquait vachement bien les choses et tout ça. Donc c'était top et je trouvais ça bien de donner aussi sa chance à peut-être un nouveau météorologue en devenir. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec lui. Donc je trouvais ça logique et chouette de continuer, de créer un petit peu, de garder cette équipe et voilà. Et puis Pierre, on a vu que déjà il a gagné la solitaire l'année dernière. Et il l'a gagné en croyant en ses choix. Des fois on dit c'est un peu faire son figariste que de rester dans le paquet. Et voilà. Et je crois que c'est Dominique Vité qui expliquait ça à Pierre et que j'ai bien en tête. Mais c'est comme un match de tennis. Donc faut taper dans les coins, mais faut pas non plus taper hors du terrain, quoi. Et j'avais bien aimé ce truc-là. Je l'ai souvent en tête. Et Pierre, il tape très bien dans les angles. Je pense qu'il a fait quelques fautes directes les années passées, mais l'année dernière, il tapait dans les coins sans faire trop de fautes directes et c'était très joli. Et voilà, c'est ça que j'ai un petit peu envie de faire cette année. Voilà, c'est ma dernière solitaire avec Massif. J'ai envie d'être un peu plus libéré dans mes choix et je pense que j'ai besoin de gars comme Pierre et Tanguy pour m'accompagner dans cette optique-là. Alors Pierre, toi, explique-nous un petit peu comment comment toi tu vis ton rôle auprès d'Erwan et toi qui au départ tu es encore navigant, tu navigues encore beaucoup évidemment, tu n'es pas
ton métier n'est pas de faire de la météo au quotidien auprès de coureurs. Comment tu définirais ton rôle auprès d'Erwan? Eh ben écoute, moi c'est vrai que je suis pas du tout dans la macro-météorologie, je fais pas les roadbooks, je fais pas ce genre j'ai pas les compétences, j'ai pas la qualité météorologique pour faire ce genre de documents et de préparation. Par contre, moi j'interviens on va dire que je prémâche le travail de routage et d'analyse météo à J- et à J0 du départ, et c'est là où je vais travailler avec Tanguy Le Glatin. C'est vrai qu'après 6 ans de Figaro, tu as une maîtrise d'Adrena et de quelques logiciels de navigation qui est assez importante, donc j'utilise ces compétences-là pour prémâcher le travail et pour fournir à Erwan des trajectoires et une analyse de la météo de mon point de vue avec des scénarios possibles pour que pour lui ce soit le plus simple possible sur l'eau de prendre des décisions suivant tel ou tel scénario. Il a des schémas qui sont proposés et des annotations, donc pour lui il faut que ce soit, je sais que pour avoir fait la solitaire pendant 6 ans, ça prend beaucoup de temps, la préparation à terre, les interviews, répondre aux partenaires, etc. Donc on n'a pas forcément beaucoup de temps, surtout si on n'est pas passionné de lancer des centaines et des centaines de routages et d'analyser la météo parfaitement. Donc c'est là où j'interviens, c'est que je vais vachement prémâcher le travail et avec un œil de coureur, parce que je sais comment ça se passe sur l'eau, je sais comment un petit peu la flotte va réagir sur l'eau, et donc c'est cette approche que je vais apporter à Erwan sur cette solitaire. Donc c'est presque une brique supplémentaire par rapport à un météorologue classique entre guillemets, quoi. Ouais, moi je viens pas en confrontation, je viens pas en adversité du travail du pod. Je viens vraiment en complémentaire, à apporter vraiment un œil ça a été fait. Je sais que par exemple Christopher Pratt l'a pas mal fait pour Jérémy Bayou. Il a noté ses tableaux de marche Adrena. Bah moi c'est un peu la même chose, c'est que je vais le modifier, je vais le mettre à ma sauce, je vais lui dire quand est-ce que je pense qu'il y aura des opportunités d'attaquer, de dormir, de pas oublier certains réglages fondamentaux, de pas oublier de réactualiser, de pas d'être à certains moments de la course à 200% et d'autres un peu plus sur la réserve. Donc ça va être cette expérience que je vais apporter. C'est vrai que c'est complémentaire, c'est vraiment c'est un truc complémentaire à ce qui se fait. C'est pas de la confrontation météorologique pure et dure, quoi. C'est une question que je voulais vous poser à tous les deux, Loïs et Erwan. Est-ce que le rôle et de Christian et de Pierre justement, il est strictement entre guillemets. Alors on vient d'entendre avec Pierre, donc on a une partie de la réponse, mais avec Christian, je sais pas. Est-ce que du coup les gens qui travaillent avec vous en amont en météo, est-ce que c'est pas un rôle un peu plus large? Est-ce qu'on s'approche pas d'un coaching un peu plus global dans la relation que vous avez avec eux, ou non, vous avez encore d'autres gens, que ce soit au pôle ou des gens avec qui vous travaillez par ailleurs, qui vous donnent une dimension un peu plus globale? Est-ce que le rôle du météorologue est tellement important que ça déborde un peu de la météo? Bah oui, clairement. Et encore une fois, je sais plus combien de fois on t'a dit ça depuis le début de cette saison, mais l'énorme importance pour moi, c'est quand même de travailler avec les gens que j'aime et avec qui l'échange est facile. Donc à partir de là, je travaille énormément en fait avec Tanguy Le Glatin, pas du tout non plus en confrontation avec le pôle, bien au contraire. Mais voilà, j'ai besoin de lui. C'est devenu autant un coach mental, on va dire, qu'un météorologue ou qu'un préparateur physique. Mais voilà, c'est avec lui qu'on s'est mis d'accord pour travailler en plus avec Pierre. Mais c'est finalement lui qui va traiter un peu les données de Pierre et en déduire quelque chose de vraiment réel. Enfin voilà, c'est sûr que faut aller un petit peu plus loin, et effectivement je entendre ces gars-là qui sont des amis ou presque plus vraiment des vrais amis avec qui on a envie de partager et où on a déjà partagé beaucoup d'aventures, c'est aussi rassurant avant une course, et c'est aussi bon pour le moral et le mental, c'est sûr. On est sur un peu plus que de la météo. Loïs, c'est pareil pour toi? Moi, je travaille à préparation mentale indépendamment, mais après, de toute façon, d'être serein sur son schéma météo et d'être en tout cas essayer d'être serein sur ses plans et sa stratégie, ça contribue tellement au bien-être mental que je sais pas comment on peut traduire ça, tu vois. Mais du coup la question est assez complexe, je pense, mais
Mais oui. Enfin, ouais. Non, après, moi, je pense que je dissocie quand même les deux, mais oui, évidemment, tout est un peu lié là-dedans. Hein. Dans tous les cas, il y a pas vraiment de recette exacte, hein, je pense. Dans tous les cas. Les frontières peuvent être floues. Christian, toi qui accompagnes beaucoup de coureurs sur beaucoup de supports différents depuis très longtemps, pour souligner ta grande expérience, justement le rôle de la personne qui accompagne des coureurs en météo, est-ce que toi tu sens que quelquefois ça on te demande un peu plus que juste la météo? Est-ce que toi-même tu accompagnes, tu donnes des conseils ou tu accompagnes au-delà de la science? Ouais, après, ça dépend du type de course, du type de routage. Quand là, c'est que de l'analyse avant le départ. On travaille avant le départ, mais pas en course. Mais quand il y a des routages qui sont autorisés en course, oui, ça va au-delà de la météo. Quand il y a des problèmes, quand les coureurs sont fatigués, oui, il y a il y a une assistance qui peut aller largement au-delà de la météo. Mais là, c'est pas le cas sur la solitaire. Ouais. Sur la solitaire. Mais après, ça dépend. Parfois, on travaille avec d'autres personnes. Parfois, on travaille. Enfin, ouais, chaque schéma est différent. Je crois qu'on peut pas dire qu'il y a une recette miracle. Et puis, chaque coureur a besoin de plus ou moins il y en a qui sont bons en météo, il y en a qui ça intéresse pas du tout. Il y a des bisous qui ont besoin qui connaissent pas le parcours du tout. Là, Erwan et Loïs connaissent déjà bien le parcours. Ils ont fait les courses d'avant-saison, ils ont déjà fait la solitaire. Finalement, on revient toujours sur les mêmes zones de parcours. Donc je crois qu'il y a pas, voilà, chaque cas est différent. Une petite question pratique, il faut peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent que évidemment vous n'intervenez pas pendant la course, puisqu'il n'y a pas le droit à l'assistance météo en course. Et ce qu'on va rappeler, ce qui se sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'aussi quand on est sur une solitaire, une fois qu'on est parti, vous n'avez pas de fichier supplémentaire en cours de route. Vous devez refaire vos schémas météo avec un bulletin météo de la course plus vos observations. C'est bien ça, hein? Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le contexte particulier? On pourrait dire que sur les Figaro 3, parce que vous avez un ordinateur, quelquefois vous pouvez avoir, si vous êtes sur une AG2, sur une tornade en double, il y a de la connexion. Là, c'est pas le cas. Hein. Vous vous débrouillez avec le fichier de départ et c'est tout. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, on a pas grand chose de plus que quand tu faisais la mini, à part qu'on a la cartographie, quoi. Mais non, on a rien du tout. Il y a juste l'organisation de course qui va donner une fois par jour une météo qui est en partenariat avec Météo Consult. Une météo très, on va dire, générale et qui est loin d'être toujours bonne. Donc c'est voilà, c'est sûr qu'on part avec une bonne météo au départ et après on n'aura plus rien d'aussi précis jusqu'à l'arrivée à part quelque chose de très général. C'est un bulletin audio, hein, qui est transmis à la VHF. Hein. Ouais, c'est un bulletin audio, mais qui permet rarement de prendre des vraies décisions stratégiques. Soit ça veut dire qu'on est toujours dans le système qu'on avait au départ, donc on peut continuer de croire un peu en notre météo du départ et nos routages du départ. Soit on voit qu'on est sur quelque chose de complètement différent, donc il va falloir creuser un peu plus les méninges, mais c'est pas leur bascule devant et ça. En fait, les zones sont presque tellement grandes que on aura du mal à en déduire des décalages et des choses comme ça. Ce sera plutôt nos connaissances sur les différents effets thermiques et le courant qui nous permettront de jouer si la météo du départ n'est plus bonne. Mais voilà. Et on a quand même une possibilité d'avoir des cartes de frontologie via quelque chose qui s'appelle la WIBE, mais bon, c'est tout un dossier et quand on arrive à en lire une, c'est un exploit. Je vois Christian qui rigole. Tout à l'heure, vous nous avez dit dès le début de cet épisode que vous aviez chacun une ressource, des ressources propres au niveau de la météo, que ce soit Christian pour Loïs ou Pierre Pierre et Tanguy du coup pour Erwan. Après, vous nous avez dit que vous mettiez, quand vous aviez le temps, que vous assistiez au briefing des uns et des autres. Vous mettez tout dans un pot commun. Il y a une règle précise. Vous êtes fixé un fonctionnement. Où il y a un fonctionnement au départ, ou si vous êtes premier et deuxième au départ de la dernière étape avec un quart d'heure d'écart, ça sera encore le cas. Comment ça se passe? Oui, moi j'ai un vrai gros fonctionnement dans le sens où je veux pas partir avec deux schémas. Voilà, je veux que tout le monde soit d'accord.
Alors en gros, avec Pierre et Tanguy, on va relire le doc du pôle et puis on va en déduire qu'un et puis ce sera celui-là et puis voilà. Peut-être qu'il y aura plusieurs scénarios dedans et puis voilà, mais au moins pour le même scénario météo, il n'y a pas deux options et à moi de trancher sur l'eau. Ce qui peut être le cas en cherchant sa météo à plusieurs endroits. Et après c'est toujours sympa d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce que font Christian et Loïs, comme Loïs fait avec moi. Pour voir s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, tant mieux. Et s'ils sont pas d'accord, là, je vais repasser un coup de fil à Tanguy ou Pierre. Et voilà. Au secours, les gars, j'ai un doute. Voilà. Mais j'ai envie de partir en tout cas avec en ayant regroupé le plus de choses pour une seule idée, quoi. Loïs, toi, tu regardes un petit peu par-dessus l'épaule de ton camarade pour voir la copie. Ouais, non, mais en fait, on en discute de tous les cas. Mais que ce soit la préparation de la météo, du choix des voiles, puis on fait les courses en double aussi, on a navigué ensemble aussi. Donc, de toute façon, notre préparation générale, mais du coup, dans tous les paramètres, quasiment, elle est quand même assez proche. Et du coup, il y a un échange permanent. Et on peut le dire parce que c'est rigolo. On préfère respectivement, enfin en tout cas, je pense que faire deuxième de la solitaire et que l'autre gagne plutôt que faire cinquième et que l'autre fasse 23e. Tu vois, c'est l'état d'esprit, c'est l'idée, c'est-à-dire que on unit nos forces et puis après, voilà. S'il y en a un qui prend plutôt la bascule, qui va plus vite sous Génac, tant mieux pour lui, mais ce sera mon copain qui sera devant et puis je serai très content. Et de toute façon, je serai deuxième, donc c'est déjà pas mal. Non, mais tu vois l'idée, c'est vraiment et c'est vraiment que ce soit dans la préparation de la météo ou le choix de la ficelle ou le matossage du sac à cet endroit-là et bidule et machin, c'est l'idée. Et puis de toute façon, je pense que c'est la manière, c'est la méthode qui fonctionne bien aussi dans un binôme, en plus en Figaro. Enfin, je pense qu'il y a tellement à gagner à défricher tout à deux et puis avec deux visions un peu différentes et tout ça que on le fait. Et alors après, il y a pas, c'est pas forcément comme ci ou comme ça. Et puis on peut des fois louper 2-3 trucs, mais en moyenne, de toute façon, on vit ensemble, que ce soit sur les courses, etc. Donc en fait, naturellement, l'échange se fait et il y a pas vraiment de protocole et ça fonctionne plutôt bien en tout cas pour l'instant. Donc voilà. Pierre, c'était déjà un petit peu comme ça, non, l'an dernier dans l'équipe Massif. Ah bah oui, complètement. Le partage d'expérience, de connaissances fait partie des valeurs et de la culture du programme Skipper Massif. Moi, j'ai cette image forte de Johan et Charlie qui ont été les plus grands concurrents sur l'eau, mais qui se sont beaucoup apportés dans leur façon de naviguer, très différentes l'un à l'autre, mais ils se sont beaucoup apportés. Moi, ça a été le cas avec Erwan l'an dernier et ça m'a pour sûr aidé à remporter cette solitaire. Donc je suis content que ce soit toujours le cas et il faut que ça le reste entre Loïs et Erwan. Mais c'est vrai que c'est une grosse force du programme Skipper Massif, c'est de pouvoir partager aussi bien sur les routages, sur la technique, ce que disait tout à l'heure Loïs, à quel moment tu mets telle ou telle voile. Tu peux ne pas être d'accord, mais en tout cas tu as l'avis de l'autre et ça c'est, tant que ça t'embrouille pas, c'est quelque chose d'important et positif. C'est une forme de coopétition, quoi. C'est de la coopération en étant concurrent sur l'eau. Et la promo à laquelle tu faisais allusion, où il y avait Johan Richomme et Charlie Dalin, elle est assez mythique pour ça, parce qu'ils font 1 et 2 de toutes les courses toute la saison, quoi, en se tirant la bourre tout en étant dans la même équipe. Exactement, et je pense qu'ils ont pas arrêté au cours de la saison de continuer à partager, parce qu'ils faisaient 1 et 2. Au final, ils font un gagnant, mais quand ça se passe comme ça, c'est qu'on a déjà atteint tous les objectifs. Donc si ça se passe comme ça cette année entre Erwan et Loïs, c'est top, c'est tant mieux. Mais oui, l'idée c'est que voilà, c'est d'arriver à reproduire ce schéma-là de gagner 1 et 2 à chaque fois avec les 2 bateaux massifs. Bon, on arrive à la dernière séquence de cet épisode de veille de solitaire, donc c'est forcément le moment des petits conseils depuis vos positions différentes, Christian et Pierre. On commence par toi, Christian. C'est quoi les conseils que tu donnes à nos jeunes pousses là, toi qui as accompagné un paquet de coureurs? Qu'est-ce que tu aurais comme petit tricks, comme l'erreur à ne pas faire ou le truc sur lequel il faut rester concentré, toujours regarder le ciel, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que tu leur dirais, l'essentiel à ne pas
Ce que t'écrirais sur le roof du bateau au marqueur noir là, tu mettrais quoi? J'écrirais sur le roof du bateau d'avoir confiance dans leur choix, toujours anticiper, donc toujours savoir ce qu'ils veulent faire. C'est pas forcément partir tout seul dans son coin, mais c'est quand la flotte commence à empanner, à virer, est-ce que j'accompagne au début, est-ce que j'y vais plutôt après les autres, voilà, toujours anticiper pour pas se laisser surprendre. Puis parfois quand on sent bien les choses, ben y aller, quoi, le faire, pas toujours de façon trop extrême, mais faut avoir confiance dans ses choix, je pense. Petit scarabée, ayez confiance dans vos choix. Pierre, c'est quoi toi ton conseil? Bon, il a déjà un livre écrit, il a récupéré mon bateau cette année, donc il a déjà beaucoup de phrases de marquées tout autour du bateau. Mais la phrase numéro 1, c'est quand même être rapide au bon angle. Ça, c'est quelque chose en Figaro 3 qui marche bien, mais il sait le faire et il a appris cette année à avoir confiance en lui au niveau météorologie, donc voilà, ça s'annonce bien pour cette solitaire. Loïs, Erwan, vous avez d'autres questions à poser avant de mettre le sac à bord? On va où? Regarde, tu vas sur lasolitaire.com, il y a tout le parcours. On en rediscute le 19. Je crois qu'à la première étape, tu vas dans un port que tu connais très 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 bien. Il y a un petit détour avant. Faut surveiller la marée, non, Pierre, là-bas? Ouais, ça arrive, ouais. Bon, eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci à Christian Dumas et à Pierre Quiroga de nous avoir rejoints pour ce podcast de veille de solitaire. Erwan, Loïs, je sais pas ce qu'on peut vous souhaiter, si ce n'est d'aller vite aux bons angles. Voilà, je pense que et d'avoir confiance en vos choix. Je pense que si vous faites ça déjà, ça devrait bien marcher. Bonne navigation, bonne course. Merci. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif, sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.